Moraliser la vie politique, dit Emmanuel Macron, mais cela aurait pu s'appeler le chapitre Fillon, tant certaines mesures semblent inspirées par les déboires de l'ancien Premier ministre. Ainsi, sur l'éthique, Emmanuel Macron propose d'interdire aux parlementaires l'emploi d'un proche ou d'un membre de leur famille. Interdiction également faite aux députés et aux sénateurs d'exercer des activités de conseil. Emmanuel Macron, qui n'a jamais été parlementaire, entend aussi, s'il devient président, les mettre au régime sec, en tout cas au régime ordinaire. Fini les avantages, l'ensemble de leur rémunération serait désormais soumise à l'impôt, plus de régime spécial pour la retraite des parlementaires comme c'est aujourd'hui le cas, et surtout, plus de passe-droit judiciaire, là encore, suivez son regard. Appeler à des trêves judiciaires pour les politiques ou les cols blancs, c'est affaiblir l'autorité de l'État et l'autorité dans l'État. Et ça n'est pas compatible avec une vraie politique de sécurité dont notre pays a aujourd'hui besoin. Pour le renouveau démocratique, le candidat pense enfin qu'il faut être moins nombreux. 577 députés, 348 sénateurs aujourd'hui. Il voudrait qu'il y en ait un tiers de moins. Emmanuel Macron, l'actualité immédiate. D'abord, François Fillon est plus affaibli que jamais. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour me réjouir de ce qui se passe chez les uns ou les autres. Je suis là pour présenter un projet, le défendre, convaincre et demain présider. C'est un de vos adversaires directs. C'est un de mes adversaires directs, mais ce qui se passe est mauvais pour la vie politique française en général et l'état de droit en France. Pour ce qui est du fond de cette affaire et donc de ce qui relève de la justice, cela concerne François Fillon et ses juges. Pour ce qui est de notre vie démocratique, les Français jugeront. Simplement, le vote n'est pas une absolution. Si Alain Juppé était candidat à la place de François Fillon, est-ce que ça changerait la donne pour vous ? Vous aviez reconnu des convergences avec lui. Mais, vous savez, je n'ai jamais été dans le commentaire politique. Oui, je suis dans l'action politique. La question semble se poser. Donc je ne vais avec pas acuité être dans le commentaire de la politique fiction. Toute cette campagne, depuis des semaines, en raison de ce que François Fillon et Marine Le Pen ont à vivre en termes de démêlés judiciaires, est rythmée par les perquisitions, les affaires, etc. Nous avons, dans quelques semaines, un choix historique à faire. Parce que notre pays est face à des défis qu'il n'a jamais connus à ce point. La menace terroriste, les sujets de sécurité, la transformation numérique, la transition écologique et environnementale. Le jour d'après, on ne parlera plus de ces affaires. Mais les Françaises et les Français auront un nouveau président qui aura à présider. Donc moi, je souhaite qu'on parle du fond et de la vie quotidienne de nos concitoyens. Petite question quand même sur votre conception des choses. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Vous savez, devenir président de la République, c'est être le garant des institutions dans notre Constitution. Ça veut dire être celui, au-delà de l'action qu'il a à mener, de ce qu'il a à dire, qui garantit la dignité de notre vie publique et le bon fonctionnement de nos institutions. Pensez-vous que c'est possible lorsqu'on a soi-même des démêlés qui préexistaient ? Je ne crois pas. Alors sur ces questions de moralité, vous êtes vous-même interpellé. Écoutez ce que vous demande au moins implicitement Aurélie Filippetti, l'une des porte-paroles de Benoît Hamon. Je rappelle que M. Macron n'a toujours pas publié la liste des donateurs, et notamment les grands financiers, qui financent sa campagne. En fait, pour Emmanuel Macron, c'est la transparence pour tout le monde, sauf pour lui. Voilà, Benoît Hamon, il dit, soit les donateurs, les gros donateurs, dévoilent leur nom, soit je n'accepte pas leur don. Mais vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes grand donateur de Benoît Hamon, comme tous les téléspectateurs qui, aujourd'hui, nous écoutent. Et de la plupart des autres candidats, de même tous les autres candidats. C'est le système politique français. Ce que nous avons fait avec En Marche, personne n'y croyait au début, rappelez-vous. Nous avons pour la première fois créé un mouvement qui est financé par les dons des particuliers. Un vrai mouvement politique citoyen de refondation qui est financé depuis le premier jour, non pas par les intérêts du grand capital, comme cela vient être de dit, ce sont les éléments de langage de nombre de candidats de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais il y a aussi des gros donateurs. Non, je vais vous dire la réalité des choses. Tous les donateurs donc, qui ont fait ce mouvement, il y en a 20 000. 20 000. Je ne dépends pas de l'un ou l'autre. On parle des gros. Ils ont tous donné entre 1 et 7 500 euros. La médiane, elle est de 50 euros. Madame Filippetti parle un instant des donateurs de plus de 5 000 euros.
il y a 2% des donateurs qui ont donné plus de 5 000 €. La liste de ces donateurs, qui ne sont que des personnes physiques, est transmise à la commission compétente qui aura à les examiner. Simplement, il y a, je suis au regret de le rappeler à une ancienne ministre et à beaucoup d'anciens dirigeants ou d'aspirants à la fonction présidentielle, il y a des lois dans notre pays. Et ces lois protègent la confidentialité. Si vous m'avez donné de l'argent, vous n'avez pas envie que votre voisin de bureau le sache. Bien. D'ailleurs, vous n'avez pas aujourd'hui, je pense que nos concitoyens n'ont pas envie que leurs voisins sachent ce qu'ils votent ou ce qu'elles votent. Eh bien, c'est la même chose, la loi protège cette confidentialité. Donc, je n'ai pas le droit, pour ma part, de les divulguer. J'ai demandé, par contre, à l'ensemble de celles et ceux, les 20 000 personnes qui ont donné au mouvement, de le faire savoir, eux-mêmes de le divulguer. Ça, je peux le faire. C'est à leurs mains. Mais la vraie différence, c'est que moi, ce n'est pas l'argent public qui me finance. Et la vraie différence... Il y a quand même des économies d'impôts pour ceux qui donnent. Il y a des économies d'impôts, mais ça n'est pas des dotations, des subventions publiques. Et la vraie différence, quand on donne des leçons, il faut aller jusqu'au bout. C'est que depuis le premier jour où je mène cette campagne, j'ai démissionné plusieurs semaines avant de mes fonctions au gouvernement. J'ai démissionné de la fonction publique. Et donc, je ne suis pas payé par le contribuable pour faire une campagne présidentielle. Là où tous les candidats et candidates à cette élection, de l'extrême gauche à l'extrême droite, sont aujourd'hui payés par le contribuable pour vivre, mais pour faire un autre métier, celui de parlementaire national ou européen. C'est un moment important pour vous. Vous êtes depuis quelques jours le favori, au moins dans les sondages. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça existe. Alors, ce n'est pas une garantie, mais tout de même, vous êtes extrêmement jeune, Emmanuel Macron, 39 ans, et beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir se posent peut-être la question, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous êtes prêt à diriger la France à 39 ans dans quelques semaines si vous gagnez ? Est-ce que vous pensez une seule seconde que si j'avais estimé ne pas être prêt, je me serais lancé dans cette conquête ? Mais vous imaginez le défi que ça représente ? Mais je l'imagine chaque jour. Est-ce que vous pensez que je ne sens pas le poids sur mes épaules ? Que je n'ai pas la part de gravité qui va avec l'attente de nos concitoyens ? Est-ce que vous pensez que lorsqu'on prépare un projet comme celui que j'ai présenté ce matin et que je vais continuer à défendre, lorsque chaque jour on réunit dans des salles pour des rassemblements des femmes et des hommes qui ont envie d'autre chose, quand on va au-devant de celles et ceux qui vivent des situations difficiles, on ne mesure pas le poids que cela représente. Vous n'avez pas le vertige parfois à l'idée de diriger la 5e ou 6e puissance mondiale ? Je n'ai pas le droit d'avoir le vertige. J'ai l'obligation d'être à la hauteur. Si je pensais que je n'étais pas capable, je ne me serais pas lancé dans cette campagne présidentielle. Et aujourd'hui, je mesure la responsabilité qui est la mienne. Vous savez ce qu'on dit de vous ? On dit que vous êtes un séducteur. Est-ce que vous êtes prêt à déplaire parce que présider, c'est trancher et c'est faire des mécontents ? Vous savez, ce programme, d'ailleurs les mêmes qui disent que je suis un séducteur, répètent en même temps toutes les décisions difficiles qui sont proposées. La réforme des retraites, pas celle de petits arrangements que M. Woerth lui-même a porté. Une vraie réforme des retraites en profondeur qui revient sur les régimes spéciaux, nul ne l'a fait. Je la tranche et la propose. Je n'ai pas peur de me faire des ennemis ce faisant. Parce que c'est transparent et juste. Comment réussirez-vous Les réformes profondes que je propose dans ce programme, ce ne sont pas des réformes de séducteurs. Ce sont des réformes en profondeur que je veux faire et qui sont un appel à la responsabilité. Et vous savez, j'ai été 2 ans ministre, pas plus, beaucoup moins que la plupart de celles et ceux qui passent leur journée à me critiquer. J'ai affronté des oppositions. J'ai affronté, là aussi, des défis. Lorsqu'il a fallu faire une réforme du notariat, lorsqu'il a fallu réformer les chambres de commerce et d'industrie, beaucoup ont dit qu'il ne faut pas toucher à ces choses-là, ce sont des intérêts acquis. Nous l'avons fait. Au Parlement, j'ai eu à vivre cela. Je n'ai pas cherché à séduire, j'ai cherché à convaincre. C'est profondément différent. Parce que je respecte mes interlocuteurs. Sur cette réforme des retraites, aligner le public sur le privé, ça revient à ça. C'est inscrit dans un cadre plus global, mais ça revient à ça. Beaucoup ont essayé, beaucoup y ont pensé. Personne n'y est arrivé. Comment y allez-vous y arriver, vous ? Alain Juppé avait essayé en son temps. Pas cette réforme-là. Quelle est la situation de nos retraites ? Plusieurs réformes depuis 20 ans ont été faites, qui ont conduit à allonger la durée de cotisation, parfois à réduire les pensions. Mais la confiance dans le système de retraite s'est érodée. Aujourd'hui, quand on demande en particulier aux plus jeunes s'ils pensent qu'ils auront une retraite, ils n'y croient presque plus.
Notre système, il manque de transparence, personne ne le comprend. Il n'est pas adapté au changement de carrière. Si vous passez du public au privé, les situations sont multiples et incompréhensibles. Sur les raisons, et il est très sont injuste. d'accord. Et il est très injuste. Mais donc ce que je savez ce qu'on propose, dit, on dit il y aura 1 million de personnes dans la rue. mais je crois que c'est profondément faux. D'abord parce que ce projet, il est porté. Je le présente, je le détaille, je l'assume. Et donc, si les Françaises et les Français décident de voter pour moi, ils sauront que dans le cadre de ce projet, il y a cette réforme. Et elle est indispensable. Et donc, il y aura la légitimité du suffrage. Mais elle est très différente. En 1995, vous aviez un président pour lequel j'ai beaucoup de respect, Jacques Chirac, mais qui avait été élu sur la fracture sociale et qui, quelques mois après, a proposé un projet qui n'avait rien à voir avec le cadre de son élection. Là, je fais l'inverse. par les Français. Il sera donc adopté. Par contre, ce que je propose pour la retraite, je l'ai dit ce matin, c'est une réforme en profondeur qui va prendre du temps. Et donc, je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Je ne touche pas à la situation de celles et ceux qui sont à 5 ans de prendre leur retraite. Et donc, ils n'auront aucune conséquence de cette réforme. Je ne propose pas, contrairement à d'autres dans cette campagne, un allongement de leur durée de cotisation. Par contre, sur la base des travaux de la commission compétente qui, depuis des années, travaille, objective la situation de nos retraites. Je créerai une instance transpartisane parce que je veux que toutes les forces politiques soient réunies avec les organisations syndicales et patronales pour concerter les paramètres de cette réforme. Ensuite, une loi sera prise et progressivement, elle entrera en vigueur. Je l'ai dit, elle entrera en vigueur année après année. Les plus jeunes, dès le début, rentreront dans ce système. Puis progressivement, toutes celles et ceux qui auront à partir à la retraite. Et en 10 ans, l'ensemble des Françaises et Français auront ce nouveau système, qui est un système simple. 1 euro cotisé, quelle que soit votre situation, votre statut, votre secteur d'activité, donne les mêmes droits. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron, vous avez entendu François Langlais. Il y a beaucoup de précisions sur les nouvelles dépenses. C'est beaucoup plus flou sur les recettes. Est-ce qu'il est vraiment financé, votre programme? Ce ne sont pas des recettes, ce sont des économies qui sont détaillées. Et donc, il est financé. Détaillé, pas beaucoup. Mais je regrette, François Langlais a quitté ce plateau. Mais j'espère avoir l'occasion de poursuivre le débat. Sans doute dans quelques semaines. Sans doute dans quelques semaines. Bon. Mais sur ce sujet, je propose un plan de 60 milliards d'économies. Et vous dites chaque ministre devrait faire les siennes, mais, sans rien préciser de non, plus. mais sans rien préciser. C'est ridicule le système dans lequel un président de la République va expliquer le moindre bouton de guêtre sur lequel il fait des économies. Ça n'est pas le lieu ni le sens de la fonction. Un chef d'entreprise d'un grand groupe ne va pas préciser, lorsqu'il prend une chaîne de magasins, les économies qu'il va faire dans tel ou tel magasin. Il explique sa stratégie, il donne un cap et il crée des responsabilités. Il y a 10 ans, Nicolas Sarkozy avait essayé de faire des économies avec cette révision générale des politiques publiques. Il n'y est pas parvenu parce qu'il était seul avec quelques fonctionnaires auprès de lui à porter cette contrainte. Et chaque ministre avait pour rôle d'échapper à la contrainte et de ne pas faire les économies. Moi, ce que je dis, c'est simple. Il y aura sur l'État 25 milliards d'économies. Pourquoi? Une réforme en profondeur de la fonction publique pour moderniser le statut, permettre d'ailleurs d'avoir une rémunération au mérite et de recomposer les choses avec des ministres qui sont chefs de leurs administrations et qui décident des choix budgétaires avec une contrainte que je leur donne. Sur 5 ans, ils auront des économies à faire qui seront évaluées année après année. Et un ministre qui ne sait pas faire des économies est un ministre qui ne sait pas être ministre. Parce qu'être ministre, ça n'est pas simplement commenter sur les plateaux, c'est véritablement conduire son administration. Et il y aura donc une évaluation annuelle. Mais il y a évidemment énormément d'économies que je détaille d'ailleurs dans le projet sur la partie État, je l'ai dit, sur l'organisation de la fonction publique, la modernisation de nos services publics. C'est pour ça que je prévois, pour accompagner ces économies, un plan d'investissement. Quand on développe le numérique, quand on investit dans des systèmes d'information qui sont plus performants, on fait énormément d'économies de fonctionnement. On peut ne pas renouveler tous les fonctionnaires, c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a au total environ 120 000 postes de fonctionnaires qui peuvent, durant le quinquennat à venir, ne pas être renouvelés. Peut-être même davantage si on fait bien. Ensuite, Merci. Il y a 10 milliards d'économies sur le chômage. Et là, pardon de vous le dire, la transformation profonde que nous portons sur le fonctionnement du marché du travail, qui est une réforme en profondeur, vous l'avez évoqué, de simplification du droit du travail, la simplification du système des prud'hommes, la libération de l'entrepreneuriat et en même temps la réforme
de l'assurance chômage et de la formation professionnelle sont de nature à réduire substantiellement le chômage. Et donc oui, c'est l'hypothèse que je fais parce qu'à côté de cela, eh bien, je fais une réforme en profondeur, d'ailleurs dès les premières semaines, qui permettra un système de droits et devoirs beaucoup plus efficace. Et j'investis dans la formation de 2 millions de Françaises et de Français. 1 million de jeunes peu qualifiés et 1 million de chômeurs qui aujourd'hui ne sont pas qualifiés et ne peuvent donc pas retrouver d'emploi. Et donc cette hypothèse est robuste. Par contre, en matière de croissance, j'ai des hypothèses très prudentes, beaucoup plus que mes concurrents, et j'invite d'ailleurs chacune et chacun à aller sur notre site, voir les hypothèses de croissance et la robustesse de toutes nos analyses. Merci. Et puis enfin, il y a 10 milliards d'économies sur les collectivités territoriales. Ces 10 milliards d'économies, je les fais là aussi d'une manière inédite. Je ne baisserai pas les dotations des collectivités territoriales, comme on l'a fait ces dernières années. Je ferai un pacte de confiance avec celles-ci. Je leur donnerai les moyens de faire des économies à travers des réformes structurelles, des suppressions de niveaux de collectivité, une simplification de la fonction publique territoriale, la possibilité, si elles le souhaitent, de sortir des rythmes scolaires, mais un engagement évalué année après année pour faire ces économies. Merci. C'est une nouvelle méthode, mais je cherche à présider, pas à gouverner chaque pan de l'action publique. Merci Emmanuel Macron d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous.